Le fait de vouloir être acceptée a fait que pendant des années, j'ai essayé, mais du plus profond que je pouvais, de correspondre à ce que la société renvoyait comme image de la meuf que je devais être. Bienvenue dans Décharge, ton podcast de conversation autour des déclics féministes. Je m'appelle Sarah, et à mon micro, des personnes se racontent au cours de discussions intimes et libres. Dans ce 14e épisode, je reçois personne, parce que pour le coup, c'est moi qui suis sur le grill, interviewée par Michael, mon coloc et invité du 12e épisode. Pendant longtemps, j'ai eu de la peine à oser exprimer mes avis, et puis j'ai décidé d'apprendre à m'en foutre, et j'ai commencé à réaliser ce podcast. Si poser mes questions publiquement était déjà un sacré pas pour moi, je te laisse imaginer ce que c'est d'y répondre à mon tour. Bref, si après 13 interviews, tu te demandes encore qui se cache derrière Décharge, alors cet épisode est fait pour toi. Dans cet épisode, Michael me demande si je pense que mon avis compte. On discute de cul et de pourquoi je suis en colère, entre autres. Bonne écoute! T'as appuyé? Comment on dit action. Voilà. On peut faire un clap. Bonjour Sarah, bienvenue dans Décharge. Mon Je Dieu. suis très content de t'accueillir. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Ça fait quoi d'être de l'autre côté du manche? De l'autre côté du manche, t'es vraiment sérieux? C'est très bizarre, c'est vraiment très étrange d'être interviewée. En plus, je vois très bien ce que tu fais des blagues pour me mettre à l'aise et tout, et c'est tellement mon job d'habitude que là, c'est super étrange. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce podcast. C'est parce que, en fait, c'est moi qui peux poser les questions, du coup, c'est toujours très étrange d'être à la place de l'interviewé, je trouve. D'accord. Et pourquoi t'as accepté? Je pense que ça peut être intéressant. D'un autre côté, dans mes podcasts, c'est pas forcément le but que moi je développe mon avis, mais le but c'est que ce soit une conversation. Du coup, je me dis que peut-être les gens ils ont envie de savoir qui se cache derrière ces tics de langage, tu vois. D'accord. Donc tu penses que t'as des choses intéressantes à dire? Putain, c'est vraiment pas le même type d'interview que moi, hein, je tiens à dire. Ouais, en vrai, oui. Bah, j'apprends à me sentir légitime. Pendant longtemps, je pensais pas. Et je pense que je me sentirais pas à l'aise dans un format super éducatif, informatif, très, très journalistique où je donne des chiffres et cetera. Quand bien même ça fait partie de mon taf, de ce que j'ai pu apprendre, dans mes jobs. Mais en fait, j'ai envie d'entendre les gens parler, de pouvoir donner mon avis et qu'on lui accorde de la valeur, quand bien même il est situé et quand bien même j'ai pas un diplôme de journaliste et quand bien même c'est pas une forme journalistique très, rigide, en fait. Mais oui, je pense que ça a de la valeur, ce que je dis. D'accord. J'essaie de me persuader moi-même en parlant. Bah, je t'ai justement posé cette question par rapport à la légitimité. Je sais que Décharge, c'est le fruit d'un long processus d'engagement personnel déjà, parce que ça a pris du temps, il me semble, avant de se mettre en place. Et je sais que justement, tu dis souvent que parfois tu te sens pas légitime. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a été un trigger qui, sans doute, t'a un petit peu freiné dans l'idée de monter des charges et pourquoi finalement tu as réussi à dépasser cette question-là? Je pense que je vais répondre en différents temps parce que je pense qu'il y a des critères biographiques qui font que, de base, je suis pas quelqu'un qui a méga confiance en moi. Je me suis pas toujours sentie hyper acceptée. C'est quelque chose que je recherche, l'approbation d'autrui, etc. Donc, il y avait pas mal de peurs situées à ce niveau-là et aussi situées par rapport à mon engagement personnel et mon féminisme, dans le sens où je me sentais pas super légitime parce que déjà mon expérience est de loin pas universelle. J'avais peur de prendre une place que j'ai déjà qui est déjà visible, tu vois? Et où du coup je me posais un peu la question de ma légitimité là-dedans et le fait que j'ai jamais lu ça c'est de nouveau, hein, je pense que c'est aussi du fait d'être un peu, une bonne élève comme ça, avoir ce petit syndrome de vouloir tout faire bien et parfaitement et tout contrôler et d'autant plus vu que, bah, j'ai en l'occurrence fait des études en sociaux
et j'ai toujours cherché des modèles. Pareil dans l'engagement, mais sauf qu'en l'occurrence, je crois que je fais pas partie des gens qui aiment saigner des auteurs, autrices. Ce qui fait qu'en fait, il y a plein de grandes références dont on entend parler, tout le temps dans le féminisme, où moi j'ai vraiment jamais lu une seule phrase de ces personnes. Que ce soit Simone de Beauvoir, Butler, c'est tous des noms que je connais, je vois un peu ce que c'est leur théorie, mais en fait je crois que c'est pas mon médium pour être touchée en fait et pour que ça m'intéresse. Mais par contre, ce qui était bête, c'est que du coup le fait de ne pas avoir ça comme bagage de base, dans ma tête, c'était comme si du coup, j'avais pas le droit de prendre la parole. Et où en fait, pour moi, c'est vraiment de faire ce podcast qui contribue à détruire mes barrières personnelles et à construire mon engagement dans le sens où je me réapproprie cette voix aussi que je me laissais pas sous prétexte que je savais pas assez, que c'est quelque chose de, je sais pas comment dire, pas construit, mais quand même, qui a fait partie de mon enfance, de mon adolescence. Enfin, Qu'est-ce qui a fait partie? le fait de pas se sentir légitime. Mmh. Et je pense que c'est, de nouveau, comme je disais au tout début de cette très longue réponse, une partie biographique propre à ma personnalité, au fait d'avoir envie d'être acceptée, de pas forcément avoir toujours confiance en moi, mais à quelque chose aussi d'un peu construit et de ma socialisation en tant que meuf, où c'est ce que je retrouve dans les discours de personnes assignées femmes et qui ont grandi ou été élevées comme telles, ce truc de pas prendre trop de place. Alors là, maintenant, je pousse les cadres et puis je dis hé. D'accord. Alors, il y a 2 choses là que tu as dites que je trouve intéressantes. La première, c'est que sans doute que c'est lié à des raisons biographiques et aussi lié à ta position genrée, on va dire ça comme ça, ou ton éducation en tout cas. Par rapport à la première question, qui est plutôt d'ordre biographique, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi avant, j'imagine, c'était important d'avoir une validation théorique basée sur, un discours féministe, on va dire, construit, argumenté, appuyé et validé par une autorité légitime, plutôt que quelque chose de plus vécu, de plus pratique? Je pense que justement, tu as mis le doigt dessus, c'est ce lien à l'autorité en fait. C'est que j'ai intériorisé quelle place je devais avoir. C'est un peu relatif à ma perception de comment être euh, acceptée, du coup aimée aussi, que ce soit familialement, en respectant les règles, en ramenant des bonnes notes à la maison, enfin de nouveau ce syndrome de la bonne élève, ou aussi biographiquement, j'aime pas trop les conflits. Je pense qu'il y avait aussi une peur de prendre la parole sur ces sujets qui, je le sais, peuvent être clivants, parce que toujours relatifs à un vécu, et où c'est très compliqué parfois d'entendre des choses qui peuvent paraître totalement, enfin, qui peuvent paraître et qui le sont, totalement. Ah. Alors attends, embourbage. Quand tu dis tu peur du conflit, je me permets, hein, de te couper. Quand tu dis tu avais peur du conflit, tu avais peur d'avoir C'est de le psy, tu c'est peur non, mais horrible. c'est marrant, mais tu avais peur d'avoir des réactions un petit peu véhémentes qui allaient te mettre dans des positions insécures, justement par rapport à cette légitimité? Tu avais peur de faire les choses mal ou de provoquer, des vexations? C'est ça que tu dis, quand tu dis peur du conflit? Oui, j'avais peur du conflit sous différentes formes. OK. Déjà, de ce que ça implique souvent pour une majorité de personnes, et encore, franchement, ça va mieux de mieux en mieux quand même, parce que les combats féministes gagnent en visibilité, légitimité et autres. Mais c'était pas forcément le cas il y a 2 3 ans quand je pensais à publiciser ce projet, et où du coup j'avais peur de l'image. De l'image de féministe, tu dis? Ouais, je pense que ça, il a fallu que je me la réapproprie en me disant que j'allais faire à ma sauce et que c'était beaucoup plus important que de lisser les que d'arrondir les angles, quoi, tu vois? Que d'arrondir mon discours ou que j'ai envie de l'affirmer, tu vois? Souvent, j'ai l'impression qu'on peut avoir des valeurs féministes sans pour autant les affirmer. Pour moi, c'est important aussi de faire ce statement un peu, tu vois? Mmh. De poser ça comme une base de pensée à laquelle j'essaye de tendre tout le temps. Mais j'apprends, hein, enfin, c'est un combat de tous les jours aussi contre des choses que j'ai pu intérioriser, contre mon sentiment d'illégitimité, des choses comme ça. Et après, attends, il y avait eu C'était plusieurs la question questions. non, c'était une seule, la question du conflit. La question du conflit. Ah oui, il y a cette partie-là du conflit. Et il y avait aussi ce truc de conflit de vouloir être le plus juste. C'est-à-dire? Bah justement, ça dépend. Je pense pas vraiment qu'il y ait de juste ou faux.
Je pense que c'est important que le féminisme, que les combats, que ma pensée, que comme le podcast se construit aussi, soit évolutif et que ça soit challengé aussi. Et en fait, je pense que longtemps, ce qui m'a bloqué, c'est de vouloir avoir un truc fini, comme si ma pensée allait être aboutie, que j'allais avoir lu tous les livres qu'il fallait lire pour être une bonne féministe. Dès ce moment-là, j'allais pouvoir répondre à n'importe quoi. Sauf que je pense désormais que ça, pour le coup, c'est faux de penser comme ça et que en fait, c'est pas si binaire, ça n'a jamais été binaire et que en fait, bah, il faut juste, toujours facile à dire, mais que même mon contenu, il s'adapte. Et puis, ben, très certainement que je dis de la merde parfois. D'où le fait d'avoir une deuxième écoute aussi, tu vois, et quelqu'un qui peut avoir d'autres vécus comme toi, qui puisse me dire parfois, bon là, ta formulation, elle est un peu foireuse, c'est excluant, ça va pas. Et puis, dans ce sens-là, ben, j'ai toujours cette peur au ventre quand je publie un podcast de heurter, parce que j'ai envie que ce soit un contenu challengeant pour la pensée, mais aussi bienveillant. Le but, c'est jamais pour moi d'exclure des personnes ou autres. Alors, ouais, je lutte avec ce petit démon dans mon bide, quoi. D'accord. Alors tu penses que tous les féminismes se valent? Non. Je pense qu'il y a 2-3 ans, j'aurais pu te dire en discours, il y a des féministes, gna 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 gna. Des féminismes, pardon. Parce que oui, il y a des féministes, et heureusement. Mais non, pour moi, un féminisme qui se remet pas en question et puis qui a des positions assises et excluantes envers qui que ce soit, bah ça va pas. OK. Est-ce que ça se manifeste dans ton podcast, peut-être? Je sais pas, par le choix des invités? Est-ce que tu as une ligne éditoriale qui te permet de justement mettre à distance des formes de féminisme qui seraient excluants? Bah, en tout cas, j'essaye de choisir mes invités selon ce que je pense que leur parole peut apporter et ce que j'identifie de leur vécu. Alors, des fois, c'est des personnes que je connais et où c'est pas hyper surprenant ce qu'elles vont m'apprendre. Parfois, c'est des personnes que je connais un peu moins et où souvent, en fait, je sais pas où ça va mener l'interview parce que je m'imprègne un peu des sujets que j'ai envie de traiter avec mon invité. Mais en général, le but, c'est vraiment que ce soit des conversations libres. Et après, ben, j'essaye d'avoir des profils différents, des personnes qui... En fait, je veux que ça puisse raconter une multiplicité de vécus et pas que ça soit que des personnes qui me ressemblent. Après, c'est clair que j'ai pas envie d'interviewer quelqu'un de sexiste juste pour que ça me challenge, tu vois. D'accord. Ou j'ai pas envie de donner la parole à quelqu'un de transphobe, j'ai pas envie de donner la parole à quelqu'un de validiste. Parce qu'en fait, tout ce que la société produit déjà en termes de contenu culturel, bien souvent, c'est des contenus qui sont pas forcément hyper inclusifs, qui montrent pas forcément de la diversité. Et puis en fait, j'ai envie d'offrir cet espace-là avec ce podcast. J'ai envie qu'il y ait plein de personnes différentes qui puissent prendre la parole. C'est pas un profilage précis, je cherche pas une personne bi ou j'en sais rien quoi. Ça se fait un peu au gré aussi de mes recherches. Le but avec ce podcast, c'est vraiment de prendre position et puis je trouve que c'est une responsabilité de donner la parole aux gens. Et j'ai pas envie de laisser de la place à des discours exclusifs. C'est déjà le cas partout, donc si je peux éviter, ben, c'est clair que je le fais. C'est ce but, c'est se réapproprier de nouveau le discours ou une manière de créer du discours. D'accord. J'ai une autre question qui est un peu plus biographique, j'aurais peut-être dû commencer par là. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Parce que c'est vrai que, je sais pas, peut-être que les gens te connaissent, savent un peu, connaissent un peu ton parcours ou, d'où tu viens, mais si tu pourrais nous raconter un peu, qui tu es en fait? Enfin, comment tu parles de toi, quoi? Enfin, parler de C'est toi. toujours très bizarre de se raconter, mais oui, je peux, Michael. Bah, c'est sous le mode de la confession de l'aveu. Vas-y. Oh là là. On est dans Là, le d'un coup, je t'ai confessionnal. imaginé avec une toche de prêtre. Oui, avec une mitre. Bah, du coup, pour le coup, je viens d'un canton catholique, en Suisse, le Valais. Je n'ai pas reçu une éducation spécialement catholique. Je m'appelle Sarah, j'ai déjà dit. Je sais pas. Pourquoi j'ai commencé par le Valais, Je sérieux? sais pas. Visiblement, c'est important, c'est constitutif. Mais on va creuser, t'en fais Oui, pas. en vrai, je pense que c'est... Oh, putain. En vrai, je pense que c'est un peu important et je fais que durer. Bref, toujours est-il que
Je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans, j'ai grandi en Valais et puis j'avais de la peine à trouver ma place assez globalement, mais sans trop être, politisée et ça s'est fait un peu sur le tard, en partie via mes études en sociologie qui m'ont un peu fait ouvrir les yeux sur la société et donner des clés pour comprendre des processus sociaux dans lesquels j'étais. OK. Du coup, tu dirais que tu as eu un déclic féministe, par exemple? Mmh, je pense que j'en ai eu plusieurs. Ah, Je pense que je vivais déjà des choses, mais que de nouveau, du fait de vouloir être acceptée, et cetera, j'avais beau pas trop correspondre aux clichés, le fait de vouloir être acceptée a fait que pendant des années, j'ai essayé, mais du plus profond que je pouvais, de correspondre à ce que la société renvoyait comme image de la meuf que je devais être. mmh C'était quoi? Ah, il y a eu plein de trucs, il y a eu plein de phases, mais il y a eu, le fait de chercher à exister par et pour le regard des autres, que ce soit, familial, mais aussi au niveau, romantique dans les relations que j'ai pu avoir, où j'ai été, dans des relations longues et tout ça. Vraiment, comme si c'était un truc qui allait être constitutif de ma personnalité, tu vois? Vraiment, mariée sans être mariée, ou d'un coup, c'est là où tu as un statut dans Non? une relation. T'arrives à expliquer un peu mieux? Ou plus Bah, tu détaillé? vois, par exemple, souvent il y a cette, thématique du: «Ah oui, mais pourquoi les féministes s'énervent, quand tu utilises mademoiselle?» Mmh Parce que via le mariage, tu es censée gagner un autre statut, comme si avant tu étais pas une personne. D'accord. Et ben, je pense que moi, du fait d'avoir mis beaucoup de poids dans mes relations amoureuses pendant longtemps, c'était en partie ça, c'était avoir un statut. C'est un peu deg, hein, mais n'empêche que je pense qu'il y Bah, avait de il y a ça, tout le tu monde qui vois? est un Un peu truc de, ouais, d'être, une femme complète. Bah, OK. pour ce que ça veut dire. Après, j'ai eu plein de phases, mais pour trouver, en fait, la manière dont j'avais envie d'être juste moi, en fait. En tant que Sarah qui, des fois, s'épile les pattes, des fois s'épile pas les pattes, qui, des fois, se maquille, mais d'arrêter de répondre à plein d'injonctions et en fait de choisir mon chemin là-dedans. Tu pourrais nous expliquer comment est-ce que, tu es arrivée à ce point-là, par exemple? Où tu as remis en question, bah, cette idée, comme tu disais, que, par exemple, pour être une femme complète, j'imagine que c'est ça, comme ça qu'on dit? Il fallait, Mais ça, c'est vraiment selon le cliché de la, oui, tu oui, vois? oui, 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 je comprends bien. Mais du coup, comme tu as dit, c'est que en gros, pour être accompli, ça devait passer par, le regard et l'aval de la société et par le regard de l'autre, j'imagine masculin, du coup? Ben, en l'occurrence, oui. Enfin, je sais pas si c'est venu tout d'un coup, mais comment est-ce que gentiment, petit à petit, tu as commencé à remettre en question ça? Et la question subsidiaire, c'est aussi comment est-ce que, par rapport à ton propre corps, tu as commencé à justement remettre en cause, j'imagine, le discours hégémonique. J'imagine qu'il a voulu faire de toi, cette femme lisse, épilée, propre, Glabre. maquillée. Euh, je sais pas comment. Mais que je kiffe être Oui, aussi, oui, tu oui. vois? Mais en Oui, fait, oui. j'aime juste choisir. Oui, oui. C'est ça. Mais comment est-ce que Comment est-ce que j'ai décidé que j'avais le choix? ouais? Quelque chose qui a été, constitutif de plein de réalisations, ça a été le fait de devenir pote avec, Diane, Ta qui première est invitée? ma première invitée, exactement. Ben, à part ça, pour le podcast, c'était aussi important pour moi de commencer là où, pour moi, ça avait débuté. D'accord. Soit avec cette, amie que j'adore et qui, un jour, quand j'avais, 18-19 ans, m'a dit, qu'elle était féministe, où j'étais un peu là: «Ouais, OK, cool, c'est chelou, enfin, pourquoi elle veut se battre?» tu vois? Déconnectée de la réalité, des luttes sociales et tout ça, et en fait, ça m'a intriguée et puis à force de discussion, j'ai appris plein de choses. En parallèle de ça, ben, j'avais justement ces études qui m'amenaient à considérer la société sous un autre angle, avec d'autres armes en fait, à me forger un esprit critique. Et je pense vraiment que, bah, de nouveau, critères biographiques, hein, mais ce rapport à l'autorité et vouloir faire bien, faisait que certes, j'ai eu pas mal de bonnes notes, mais j'avais surtout appris à apprendre. Et puis après, j'ai dû apprendre à comprendre. J'ai pas compris, tu peux développer ça? Apprendre à apprendre? Vu que j'ai un peu ce syndrome de la bonne élève, ben, j'avais pas trop forgé mon esprit analytique et critique. Et ça s'est fait vraiment à partir de la vingtaine. Tu as des exemples?
concret. Jamais avant, tes 18 ans, tu t'étais senti oppressé en raison de ton genre ou mis à l'écart ou c'est jamais quelque chose que tu as ressenti? Même si tu avais pas les outils théoriques, même si tu mettais pas le Je mettais pas les mots dessus, mmh mais je sentais un truc étrange qui faisait que j'avais l'impression que être trop féminine pour ce que ça veut dire, et à l'époque, pour moi, quand j'étais enfant ou ado, ça voulait dire des trucs de maquillage, de corps, etc. J'avais l'impression que pas correspondre à ça, ça allait pas jouer. pas jouer, ça veut dire que tu allais être mise à l'écart ou ce genre de choses? Exactement. Et OK. j'avais pas besoin de le faire pour être déjà mise à l'écart. Pourquoi? À quoi tu ressemblais? Non, je t'embête. J'ai Explique-nous un peu. peut-être eu une coupe mulet. Pour ma défense, j'habitais en Valais, pour rappel. D'accord. Mais non, ben, je sais pas trop pourquoi j'étais un peu à l'écart, mais c'était le cas. Et ce qui fait qu'après, mais j'ai voulu être dans la norme, mais le plus possible, quoi, le plus de confort possible, parce que c'était douloureux, en fait. Juste, ça l'avait été pendant mon enfance de me sentir à côté. Et du coup, en fait, moi, mon levier, ça a été justement en me réappropriant, enfin, en me réappropriant. Pour le coup, pas vraiment, mais en me fondant dans ces normes, que ce soit corporel et tout. J'ai souvenir d'après-midi que j'ai pu passer à la pince à épiler sur mes aisselles, tu vois. Je sais pas, 14 ans, alors Tu te disais quoi, tu te souviens? qu'il fallait que ça soit lisse et puis que j'étais trop poilue. OK. Donc, quelque part, il y avait quelque chose qui était intériorisé dans le sens où, Ça heu, allait il jamais fallait pas. suffire. OK. Fallait pas de poils, pas de trucs. Non, OK, d'accord. Et c'était lié que à des normes de genre? Ou bien tu faisais partie du freak show, à cause d'autres, je sais pas trop ce qui a provoqué ça. Je pense que c'était une partie due au fait que bah, j'avais des bonnes notes et tout, et puis ben socialement, quand t'as 12 ans, apparemment, c'est toi quelqu'un de pas fun, alors que franchement, j'étais toujours à côté des fouteurs de merde, parce que va savoir pourquoi, en général, c'était des types. Mais j'étais à côté d'eux et je bavassais, tu vois. J'étais tout aussi relou. Bah, comme j'avais des bonnes notes. Par contre, j'étais pas populaire. Sauf que du coup, comme moi, j'ai ce truc de pas trop de confiance en moi, je me suis dit, ok, comment gagner de la confiance en moi et être acceptée même par des gens dont je me fous, ce qui est pour le coup un peu bizarre, hein, mais j'apprends. Hein. Promis, à 26 ans, je suis sur le dossier. Mais, mais du coup, je me suis dit, bah, il faut se fondre. OK. Tu toujours un peu ça? Tu dis: Ouais, «Staff sur le dossier», parfois. OK. Parfois, mais je pense que j'ai mis du temps à réaliser que je m'étais traîné ces petits boulets au OK. pied, tu vois, Mmh. de pas m'être sentie trop acceptée. Ouais, ça, c'est des choses sur lesquelles je bosse. Bah, d'oser foirer, en fait. Et puis pas être validée. Mais c'est pas facile pour moi. C'est un challenge. OK. Et tu disais aussi que par rapport aux garçons, ça avait été quelque chose que tu avais dû apprendre aussi à lâcher prise? Par Mhm. rapport au couple et tout ça, est-ce que tu peux parler un peu de ça aussi? Enfin, si ça te dérange pas Euh, trop, hein. Non. De toute façon, c'est mon podcast. Si je suis pas Tu peux contente, eh ben, je coupe. tu peux te couper! Aïe, bah, ça me fait penser, à la place de la que la censure occupe, sur, ce podcast décharge. Il faudra en parler aussi. Donc je le mets en nota bene. On nota bene. Bon, C'est bref. c'est Comment expliquer ça? Je pense que comme moi-même, j'étais pas capable de me donner de l'amour ou de me sentir valide toute seule, bah, j'ai d'abord essayé de correspondre à comment les gens avaient l'air d'être acceptés. Ce que je voyais dans les personnes à qui je ressemblais, il fallait prendre soin de soi. Alors, pas du tout de son mental, hein. Alors, lui, je l'ai laissé de côté pendant 1000 ans, mais par contre, mes aisselles, elles étaient impeccables. Et en fait, il y a un moment où ça suffit plus, du coup, où ça a été le regard des autres ou des personnes dont j'étais attirée, et du coup, de chum. qu'est-ce qui suffit plus? J'ai pas compris. Bah, c'était tellement l'heure de penser que j'allais plus m'aimer en faisant ces trucs, Ah, ou plus correspondre, que bah, j'ai essayé avec d'autres moyens. Et puis, ça a passé par mes relations amoureuses. Tu vois? non, Ou il faut que tu expliques. aïe, je pense vraiment que pendant longtemps, j'ai cherché dans les relations que je pouvais avoir, l'estime que je m'accordais pas à OK. moi-même. Ça voulait plus dire des choses de toi, le fait que quelqu'un t'aime, que le fait de, entre guillemets, «s'aimer soi-même»? Mais j'avais même pas réalisé que je OK, m'aimais OK. pas, en fait. D'accord, d'accord. Je pense que ça, j'ai réalisé vraiment assez tard OK. qu'en fait, il y avait un monstre décalage entre l'image que j'avais de moi-même, l'image que mes proches avaient de moi, et qu'en fait, c'était trop de dissonance. Que du fait d'avoir des partenaires amoureux,
ça avait en quelque sorte pallié à mon manque d'estime de moi-même, mais en fait, ça avait juste mis en pansement sur une plaie béante, tu vois? OK. Et puis, je sais pas si enfin, oui, mon regard a changé maintenant par rapport aux relations amoureuses, dans le sens où je sais que je suis complète. Enfin, pas complète dans le sens fini, tu vois? Mais que C'est mal fini. Non, pardon. j'ai envie de faire un mic Pardon, drop là. pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, je t'embête, c'est pour Non, parce pas que dans un ça sens où devenait j'ai du une forme hein, hein. fixe et tout, je me considère plus OK. comme un Pokémon évolutif, tu vois? D'accord, OK, cool. Puis pas dans le sens où il y a des espèces, d'étapes, tu vois? Mmh. Mais, bref, oui, juste une personne mouvante avec, des désirs mouvants, avec des idées mouvantes et tout ça. OK. Mais en tout cas, j'essaye d'enlever le poids et crédit que je donnais à ces relations pour, me compléter, tu vois? Tu penses que ça, c'est aussi genré? Ou est-ce que c'est, lié à Hétéroland? Je sais pas. Je pense qu'il y a une Au fait de part l'hétérosexualité? bon, pour ma part, il y a une part de genré, en Mmh. tout cas, mais encore plus que le genre, tu vois? Et ces trucs, binaires, c'est ce que j'observe dans beaucoup de couples tout court et dans la perception même des relations qu'on peut avoir, où on hiérarchise tout, comme si la relation amoureuse, romantique, devait être, le truc constitutif de nous-mêmes, en pivot central et puis, bah, oui, ça peut être un pilier et quelque chose d'important, mais en fait, j'ai pas envie de tout que toute ma vie tourne autour de ce même pilier, personnellement. Et je pense que ça, c'est des choses héritées, même encore plus loin que le genre, mais des structures, familiales qui sont de base hyper hétéronormées, tu vois? OK. Donc Un tu te papa, f une maman et blablabla et puis enfin, tu vois, une fois que tu as un job et ben, tu as un chien d'abord, puis après tu as une maison, puis tu te maries. Ah, OK. j'ai peut-être loupé un truc, peut-être que le mariage, ça va avant la maison, j'en sais rien. Je sais pas comment Heu, les gens y font. oui, oui, tu te maries et ensuite tu achètes une maison. Ah, Et le chien vient avant les enfants, parce qu'il faut OK. pouvoir s'entraîner quand même. Puis bon, comme c'est quand même ta propriété privée aussi, il faut d'abord que tu puisses te faire la main sur, une espèce de sous-humain, savoir un animal. Ah non, c'est terrible, Puis mais après tu apprends à tes enfants aussi à avoir des animaux de compagnie, genre des non, chats, non, mais des c'est clair. chiens. Mais Mmh. par contre, c'est vraiment une cool question dans le sens où je pense que longtemps, j'ai pensé que c'était genré, tu vois? Mais en fait, je pense que plein de gens, peu importe, ce qu'elles ont entre les jambes, avec qui elles couchent, tout ce que tu veux, enfin, c'est pas ça, c'est la structure qui est étrange et c'est cette institution, famille, amour, dans lesquelles on met autant de poids alors que c'est toujours basé sur une hétéronorme, quoi. OK. Contre laquelle tu te fights avec tout Bah ton féminisme. Bah, je sais pas, tu vois? Parce OK. que honnêtement, j'en sais rien si je la fight, mais en tout cas, Bah, j'essaye de tu déconstruire ça, tu vois? tu arrives à expliquer ce que ça veut dire, en fait? Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que souvent, quand on écoute des podcasts féministes, quand on écoute, ou qu'on lit, on parle de déconstruction, blablabla. Mais dans la pratique, ça s'inscrit comment? Tu arrives à donner des exemples à tes auditeurs, à tes fans, des recettes, Allez, made in décharge pour déconstruire le genre hétéronorme? j'ai l'impression d'être la Maïté du genre, Bah et oui, c'est puis un en peu le plus de ça, but, je tu suis vois? vraiment pas sûre d'être un bon exemple, tu vois? Parce Bah que franchement, je colle à la norme pour plein de trucs. bah, Mais tu essayes de le fighter, non? j'essaye de le fighter, De c'est clair. l'outil? Voilà. Bah, ça s'est organisé pour moi. Organisé, on dirait que j'ai rangé des choses. Mais c'était un peu ça, en fait. Déjà comprendre qu'est-ce que moi je voulais. Pourquoi j'aime des personnes? Est-ce que j'ai envie d'une relation? De quel type de relation j'ai envie? Parce qu'il y a 8000 formes, tu vois, de être avec quelqu'un ou non. Ça peut prendre tu arrives à faire une liste? Une liste de formes. Ouais? Il y a autant de manières d'être avec les gens, je pense, que de gens. Mais en fait, je m'étais jamais trop posé la question de qu'est-ce que je voulais. Qu'est-ce que je cherchais si un jour je tombais amoureuse de quelqu'un, tu vois? Toutes les fois où j'avais eu des relations, bah, je prenais le petit guide, tu vois? Non. Qu'on m'avait donné. Bah, moi en tout cas, le guide, c'était, bah, être avec un mec, dans une relation longue et puis, coucher avec cette personne, faire des plans, un jour habiter ensemble et puis je sais pas quoi, tu vois? OK. Un mec cis pour préciser. En l'occurrence, ouais. OK.
Mais du coup, je me suis posé la question à un moment, ben, est-ce que déjà je suis hétéro? Puis Ah, le tu t'es fait est posé la que question? mais grave! Ben ouais, je pense que c'est important de se la poser, tu vois? OK. Il y a plein de fois où j'entends des Tu t'es gens demandé ça: dire «Est-ce que je suis hétéro?» bah non, Genre, est-ce que pas c'est comme mon être ça. fondamental? Non, pas Non, je comme ça, t'embête. mais je me suis posé la question de pourquoi jusqu'à maintenant, j'avais toujours été attirée par des mecs. Parce que c'est bien joli, tu vois, des fois où j'ai pu entendre des trucs depuis quand tu sais que t'aimes telle et telle personne ou j'en sais rien quoi, bah, en fait, moi-même, je sais pas y répondre. Mais je trouve que c'est intéressant à déconstruire. Il faut tout questionner. Alors, je me suis posé la question en fait, qu'est-ce que j'attendais d'une personne? Point. Et puis, le fait est que jusqu'à présent, j'ai été attirée par des mecs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Il y a eu ça, après il y a Et eu du coup, tu as résolu la question alors? bah Je cherche à non! te faire un coming out. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est bon, je Bah rigole. non, mais en fait, bah maintenant pour moi, ça me paraît absurde de dire des choses de type: «Je suis hétéro». OK. Ça me paraît Ouais! Non, c'est non, pas vrai. mais ça me paraît absurde dans le sens que j'en sais rien en fait. Mmh. Bah pour l'instant, je suis avec quelqu'un de super, qui est un mec, et j'en sais rien de ce qu'il adviendra, tu vois? Mmh. Donc ça, c'était un point. Il y a eu ça, il y a eu, bah, qu'en fait, j'ai des critères de où c'est pas OK pour moi que quelqu'un ait son mot à dire, sur ma pilosité, sur, ma prise de contraception ou non. Du moins, si c'est moi qui dois être hormonée, ben, en fait, non. C'est moi qui choisis, c'est mon corps. Sur plein de choses, en fait. Je pense que ça m'a amenée à reconsidérer comment j'avais envie d'être en relation avec autrui. Bon, alors là, en l'occurrence, dans un cadre amoureux, mais tout court, tu vois? D'accord. Et c'était hyper important et en fait, comme on met autant de poids sur la relation amoureuse, comme moi je cherchais à être validée là-dedans, si, un mec me disait qu'il aimait bien, les personnes, glabres, bah, j'allais me raser les jambes Ça veut avec dire pas sans trop de poil. poils. OK. À partir du moment où tu as décidé d'aller envisager tes relations sous cet aspect-là et sous ce prisme-là, est-ce que tu as été confronté à des remarques, Dans ou le bien est-ce cadre que amoureux, tu oui, dis? dans le cadre ou bien est-ce que ça a toujours, passé crème? Tes revendications? Non, globalement, ça a été bien reçu parce que, en tout cas dans le cadre amoureux, bah, chaque fois c'était des personnes cool, tu vois? En fait, j'ai pas envie d'entrer en relation avec, quelqu'un qui va se permettre de juger ce que je fais de mon corps. Du coup, j'ai pas trop été confrontée à ça. Par contre, dans des cadres où il y avait peut-être moins de sentiments ou connaissances, soit en couchant avec quelqu'un, juste comme ça m'est arrivé de devoir faire l'éducation sexuelle. Ça, c'était rigolo. Comment ça? C'était un type avec qui, j'ai couché et où, bah, après, s'être, masturbés mutuellement, il se trouve que ce type a dit un truc genre: «Ah, je me demande comment ça va être, quand on va coucher ensemble» et je lui ai dit: Quoi? «Mais Ah! pour toi, Ah! on vient de jouer au loto Ah! ou Ah oui, d'accord. enfin?» Ah, je viens de comprendre, je viens de comprendre. Ah oui, oui, d'accord. Enfin, pour lui, comme il y avait pas eu de pénétration, on n'avait pas couché ensemble, tu vois, encore. OK, avec un biopénis donc? Exactement. OK, OK. Et du coup, je lui ai juste dit: «Mais enfin, tu crois qu'on fait quoi là?» Enfin, Puis il a dit quoi? mais je me souviens même plus, mais j'étais juste là, mais c'est hallucinée de devoir dire ça à quelqu'un. Mais en OK. fait, ça va jusque-là, en fait. Ça va non seulement dans la conception même de avec qui tu as envie d'entrer en relation, comment toi par rapport à la personne et tout, mais aussi de ce que tu fais au lit. Et Ça m'a tu amené à me demander qu'est-ce que j'aimais, en fait. OK. Tu veux savoir ce que j'aime, c'est ça? Non, ça, non, bah, si tu veux l'expliquer, tu peux, mais j'imagine que ton public, est croustillant de ce genre de détails. Mais non, non, je sais pas. Mais, du coup, ça arrive souvent que, le sexe soit lié de manière consubstantielle à la pénétration? Enfin, la notion de pénétration par un biopénis? Je sais pas. C'est un Consubstantiel. ouais, c'est un lieu commun? Oui, C'est dans les relations, que j'ai pu avoir en l'occurrence avec des mecs cis, mais quoique. Ce qui est étrange, c'est que c'est jamais dit tel quel. En fait, moi, je pense souvent que mes relations ont manqué de communication. du point de vue du cul, tu dis? Ouais, OK. autour de
qu'est-ce qu'on attendait d'une partie de Jambes en l'air, tu vois? Juste, on suit des scénarios déjà faits et dans ce que tu vois dans le porno mainstream ou je sais pas quoi, bah, tu vois, un biopénis, dans un, biovagin. C'est vraiment en lieu commun des pratiques sexuelles Hétéro. hétéros. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour, contrer ça? Parce que tu dois Mmh. faire de l'éducation, là. C'est un peu des cours d'éducation sexuelle. Non, mais du coup, Bah, il y comment avait eu si cette c'était fois-là où, pour le ouais. coup, j'ai dû lui expliquer que le cul, en fait, il y a pas de avant-après, il y a pas de préliminaire, ça Mmh. n'existe pas et même ça m'a amené à reconsidérer, même si moi, un jour, j'ai envie de me toucher, bah, en fait, je suis en train d'avoir du sexe, mais Mmh. avec moi, Mmh. en fait. Et puis, en fait, le sexe, ça concerne les pratiques sexuelles. Mais qui peuvent être, un doigt dans une vulve, dans un anus, une god ceinture, Oui, enfin oui. dans un vagin, dans un cul. Enfin, au final, le sexe, c'est une question de pratique. En fait, il y a vraiment pas que, un biopénis, dans un biovagin, quoi. Il y a plein de choses à faire. Oui, mais tu pas répondu à ma question. Ma question, c'était, du coup, puisque c'est un topo, c'est un peu mainstream du sexe hétéro, comment est-ce que tu fais, en fait, concrètement pour dire: «Eh oh, il y a pas Mmh! que ça», tu vois? Puisque tu as dit: «Dans mes anciennes relations, souvent, ça manquait de communication». Du coup, comment est-ce que ça se passe maintenant? J'imagine qu'il y a eu un changement, tu vois? Enfin, je te demande pas des détails, mais parce que, par exemple, pour qu'on soit un peu à égalité, parce que, par exemple, moi, je sais que, ça m'est déjà arrivé de coucher, par exemple, avec des garçons où tout d'un coup, c'était un film porno, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup non, mais vraiment, La tout d'un coup personne te fait le Kama non, mais même Sutra, pas, genre brouette. Mê même pas ça, mais par exemple, où vraiment c'est des espèces de topos un peu ridicules. Du style, la personne, elle montrait ses muscles, elle se montrait elle-même ses muscles et du coup, mais moi, tu vois, j'explose de rire et je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? Ce qui donne toujours tout de suite des scènes un peu cocasses. Mais à chaque fois, moi, tu vois, par exemple, c'est sur le ton du rire où tout d'un coup, j'arrête le rapport et je dis: «Non, mais c'est pas possible», Ouais, ouais. en me marrant, tu vois? Du coup, je me demande comment est-ce que tu fais l'éducation? Pour moi, par exemple, je veux pas dire que je fais l'éducation, mais ça peut être un peu déstabilisant peut-être pour la personne qui est en face, mais faut se dire que ça l'est tout autant pour moi. Moi, je rigole, par exemple. Moi, je sais pas exactement, mais ça s'est vraiment construit, tu vois, petit à petit. Puis en fait, ben, juste des fois, j'ai envie de pénétration et des fois pas. Et je OK. le dis. En fait, j'ai dû. Étape un, si on reprend la recette de Mmh mh, cuisine, mmh. étape un, me demander, mais en fait, qu'est-ce que j'aime? De quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de jouir? Si oui, bah, il va falloir trouver comment ça fonctionne, ce bordel, tu vois? Mmh. De 2, une fois que tu sais à peu près ce que tu te veux à toi-même, ben, en fait, le dire. Mmh. Puis en fait, une fois que tu dis, bah, il y a la pratique où la communication peut plus ou moins passer et puis il peut y avoir du sexe, chouette et libre et OK. puis ou parfois il peut inclure de la pénétration, mais en fait, comme j'ai pas envie qu'une relation soit un pivot central autour duquel tout gravite, bah, j'ai pas envie que toute ma vie sexuelle gravite autour d'un phallus, tu vois? OK. Un biophallus. Et tu penses que ça a un coût, du coup, de oser et d'exprimer, tes propres désirs? Du Bah, point de vue du genre? je sais qu'une fois que j'ai eu capté un peu ce que je me voulais, j'ai eu peur. Mais comme la première fois où je me suis laissé pousser les poils sous les bras, tu vois? Oui, c'est pour ça que je te pose la question, justement, Enfin, pour quelqu'un qui est c'est sensible, surtout au au regard regard des d'autrui, tu autres, vois? Je bah, me demande, en fait, dans l'intime, puisque c'est le lieu un peu de on va dire ça comme ça, puisque c'est censé être, le lieu de tous les intimes, ce rejet-là, ça peut être, vécu de manière hyper difficile. Je me demandais comment est-ce que de quel coup ça a dû te demander, en fait, du point de vue du genre, tu vois? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le coup ultime, socialement, hein, mmh construit. oui, bah, c'était ce que je percevais en tout cas. Mais j'ai l'impression que c'était aussi des projections que j'avais parce que justement j'avais gobé ces trucs. Mmh mh. Que je serais valide si on m'aimait, qu'on allait m'aimer que d'une manière. Mmh. Et où je pense que, ben, moi-même, je m'étais enfermée dans ces injonctions, mais peut-être aussi mes partenaires, tu vois? OK. Et je pense que souvent c'est le cas, tant que tu pas d'autres modèles, ben oui, tu peux inventer, mais c'est pas forcément facile et puis ça demande des concessions, enfin, ce qui peut être en tout cas
perçu comme tel au début. Moi, vraiment, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. J'avais l'impression que c'était un coup. OK. C'était dans cette même phase où j'essayais d'apprendre à me sentir valide, Mmh. tu vois? Et maintenant, je le perçois plus comme ça, mais sur le moment de lâcher ces normes, je le faisais pas, juste par esprit de contradiction ou je ne sais quoi, mais vraiment parce que en fait, je me les souhaitais plus, mais je savais que ça avait un coût, heu, intime, mais qui correspondait justement à ces peurs hyper profondes que j'ai de pas être acceptée. OK. Mais où en fait j'ai décidé et vraiment c'était un choix conscient de apprendre à m'en foutre Mmh. et à me dire que si n'importe qui n'était pas capable de voir mes poils sous les bras, de ne pas vouloir, coucher avec moi parce que je ne veux pas prendre de contraception hormonée, en fait, cette personne, ça m'intéressait pas d'entrer en relation avec elle. Mmh. Peu importe le type de relation, quoi. OK. Mmh. J'ai une autre question qui a absolument rien à voir, c'est par rapport, je sais que tu as un rapport assez soutenu à la BD et au roman graphique et je me demandais en fait si, comme des d'autres personnes peuvent, bouffer de la théorie, si justement toi, avec cet accès en fait aux BD, tu avais pu aussi construire, ton féminisme, si c'est un levier important pour toi? Parce que je sais que Mmh. tu t'en consommes beaucoup, en plus des podcasts. Ouais, je pense que ça s'est fait par différents biais. En partie les BD, mais en fait, plus qu'en médias différents, je crois que j'ai des intérêts assez ciblés, comme par exemple le féminisme, et ça va ressortir dans peu importe ce que je consomme comme truc culturel. Ça me fait une bibliothèque assez, uniformisée dans le sens où, bah, c'est beaucoup de meufs qui écrivent les trucs que je consomme, mais je pense que j'avais besoin de me réapproprier ça parce qu'en fait, quand j'étais ado et que j'étais à l'école, bah, j'ai appris des théories de mecs et j'ai lu des biomecs. Je crois que j'avais envie de voir, d'écouter, de lire ce que d'autres personnes faisaient, en fait. OK. Et là, j'ai utilisé des termes très binaires, mais en fait, j'avais envie de voir d'autres histoires. Puis en fait, pour ça, faut multiplier les points de vue. Et souvent, hyper instinctivement, tu peux être sûr que si je suis dans une librairie et que je veux m'acheter un truc, ben, en fait, mes intérêts, ils tendent vers les luttes sociales, les combats féministes et tout ça. Alors, c'est clair que souvent, je me retrouve un peu avec une BD qui va parler de ça, tu vois. Mais il y a aussi des fois où j'en ai marre et puis où justement, j'ai pas envie de lire un énième truc sur, je sais pas, l'avortement ou... Ça dépend, mais c'est plus avoir plein de portes d'entrée à des sujets, quels qu'ils soient en fait. Je pense que je suis curieuse. OK. Je voulais encore savoir quelque chose. C'était ah oui, je voulais savoir si, tu as Oui. beaucoup parlé de, apprendre à apprendre, de ton enfance, de ton passage à l'école, ce genre de choses. Du coup, je me demandais si tu étais un peu en colère par rapport à ce qu'on t'avait fait bouffer et du coup, ce qu'on t'avait fait apprendre. Puisque c'est quand même arrivé, entre guillemets, «sur le tas» à partir du moment où en fait, tu es sortie Du de cocon. ouais, de l'école, on va dire classique, je pense où tu as quitté du coup ton Valais natal et ce genre de choses, où tout d'un coup, tu as appris comprendre à comprendre, si je reprends ta Mm. formulation. Est-ce que tu as été fâchée? Est-ce que tu as été en colère par rapport au système éducatif ou aux institutions qui sont censées faire de toi, une personne, alors qu'en fait ça fait de toi un bon petit soldat? Je pense que maintenant, je suis une boule de nerfs. Je pense que je l'ai pas été tout de suite, mais je pense que maintenant, je suis très en colère. Qu'est-ce que tu reproches, c'était ça un peu la question, qu'est-ce que tu reproches en fait à ça Bon, à j'ai aussi très clairement ma part de responsabilité, tu vois. Enfin, je pense que on n'est pas que la somme de ce qu'on a bouffé ou je sais pas quoi, mais n'empêche qu'on grandit tous dans une société qui met en valeur plus des modèles patriarcaux, hétéros et sexistes, hyper normés, hyper binaires hyper et blanc? hyper blancs, hyper valides, tout ça. Enfin, hyper classiste, enfin, et je suis fâchée, c'est clair. Je suis fâchée contre toutes ces institutions et puis vraiment, je pense que il faudrait pouvoir agir déjà dans l'éducation pour que des personnes aient pas à faire ce job à contre-pied des années plus tard, tu vois? Contre-pied, contre-courant. Bon, plus tard, C'est pour tu ça vois? décharge aussi?
il y a moyen. Que ce soit... Ton arme de destruction massive. Ben non, mais c'est pour questionner, tu vois. Mhm. Justement, j'ai envie de questionner ces normes, de questionner ces institutions, j'ai envie d'entendre d'autres choses, en fait. Et puis, je pense que c'est pour ça que j'ai fait un peu de journalisme. Quand je dis journalisme, je l'entends au sens un peu classique du terme. Et en fait, ça m'avait vraiment hyper marqué parce que je me suis retrouvée à faire des choses qui étaient contraires à mes valeurs ou Par à exemple. thématiser des contenus qui correspondaient pas. J'ai souvenir d'un sujet que j'avais fait sur des personnes qui avaient gagné un concours, en l'occurrence des meufs 6, que j'avais écrit du coup ce qui allait être dit. Enfin bref, c'était des sujets télé. Et le type qui faisait la voix, enfin qui posait sa voix sur mon texte, avait rajouté les jolies jeunes filles. Et enfin non, bah elles sont méga badass et puis je vois pas pourquoi on devrait préciser qu'elles sont belles. Enfin oui, c'est le cas, mais si c'était un mec, ou du moins quelqu'un perçu comme tel, jamais cette personne se serait permis de rajouter des adjectifs qui vont que sur le physique des personnes, tu vois. Il y avait ça, il y avait le fait que c'était parfois sensationnaliste. Et en fait, moi, je crois que j'ai besoin de sens dans ce que je fais. Et en fait, pendant longtemps, j'ai cru que je voulais pas faire de journalisme à cause... Enfin, à cause. Oui, lié à cette expérience. Et où en fait, après, j'ai compris que je voulais juste faire les choses autrement et que je voulais donner la parole autrement, laisser des temps longs et que je pouvais mettre de la socio dans ma manière de faire du journalisme et d'en faire pas de manière objective. En fait, je cherche pas, je crois pas à ça en fait. Je crois pas à la neutralité, qu'elle soit académique dans ce que je peux faire en socio. Euh, mais comme j'y crois pas non plus en journalisme, ça n'existe pas. Pour moi. J'ai envie de toujours me remettre en question et puis le contenu que je produis va toujours dépendre de moi, en un sens, vu que je pose les questions, je monte et forcément que il y a du subjectif, tu vois. C'est lié à des luttes, à des choses que je ressens. Enfin, je trouve ça très étrange d'avoir voulu de faire croire à une objectivité. En fait, j'ai pas envie de ça. D'accord. Alors, on arrive gentiment au bout de cette interview et tu n'es pas sans savoir que, en général, ces entretiens intimes se concluent avec une série de recos. Du coup, je ne sais pas si tu as quelque chose Le à... reco, tu me tues. Je sais pas, c'est comme ça qu'on dit. Je sais pas si tu as quelque chose à recommander à ton fidèle public. Eh ben, j'ai écouté un podcast très cool diffusé sur France Culture qui s'appelle La Grève du genre. Mhm. C'est une personne qui interviewe des gens qui ont décidé d'une manière ou d'une autre d'être des dissidents des codes genrés, que ce soit via la performance et l'art du drag, mais aussi j'ai écouté une personne qui parlait d'une relation sexuelle avec prothèse. Je sais plus comment c'est mentionné, mais en gros avec un god, de ce que j'ai compris. Et c'est très intéressant. Ok, Et c'est cool parce que de nouveau, les genres sont souvent encore binaires. Donc même ça, grève partout, tout le temps, grève de quoi? de tout. Ok, grève de tout. Grèvons de tout. Non, mais juste soyons un peu créatifs, inventifs, et puis repensons à ce qu'on se veut, en fait. Puis qu'est-ce qu'on veut pour les autres? Moi, je veux juste que tout le monde puisse faire comme il veut, comme elle veut. Alors, sur ces paroles affreusement Et toi, c'est bisounours... quoi ta reco? Non, moi, j'en ai pas cette fois. J'en ai pas Vas-y. cette fois. Non, non. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que j'ai lu, là? Qu'est-ce que je lu? Sur ces paroles bisounours, je t'emmerde. Ah oui, je peux proposer, voilà, une lecture, pourquoi pas. James Baldwin, la prochaine fois, le feu. Et sinon... Ça parle de quoi? je laisse découvrir les gens, quoi. Ouvrez un peu vos chakras de la lumière. Et voilà, la prochaine fois, le feu, James Baldwin, ça me semble bien, quoi. Petit essai politique pour tout le monde. Voilà. Trop bien. Alors, merci beaucoup, Sarah, d'avoir accepté notre invitation sur Décharge. Et... Merci à toi, c'est trop étrange. Et à bientôt, quoi. À bientôt, merci. Merci à Mickaël pour cette interview et à toi pour l'écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu aimes ce contenu et veux soutenir mon travail, comme d'habitude, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Bref, tu peux faire vivre mon contenu en le partageant autour de toi, le commentant ou mettant des étoiles sur ton application de podcast préférée. Merci à Décadré pour la diffusion et nous, on se retrouve tout tantôt pour un nouvel épisode. Salut!